Bonjour à tous, c'est non sans joie que par le biais de cette vidéo, on va expliquer et surtout on va annoncer la nouvelle. Très bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent retrouver nos racines, retrouver la mémoire collective de l'humanité. Un grand pas en avant pour tous ceux qui veulent élever le niveau de conscience collectif et leur propre niveau de conscience. Car l'arbre de mai, vous savez, cette petite fête traditionnelle qui existe encore et qui est encore célébrée dans certains villages de France, qui est encore assez populaire dans les pays anglo-saxons, cette tradition de l'arbre de mai n'est autre qu'une tradition issue de l'Atlantide. C'est une tradition atlanto-boréenne, on peut le dire, parce que cet arbre, c'est le reflet de l'arbre sacré, hein, le chêne sacré des druides, Erse, c'est l'Irminsul. Et l'Irminsul, c'est la colonne d'Atlas. La colonne d'Atlas symbolise l'arbre. Et c'est bel et bien un petit exploit que cette tradition existe encore aujourd'hui, car elle a été sérieusement combattue à mort même, par un certain roi qui s'appelait Charlemagne. C'est juste incroyable et magnifique de s'apercevoir que des petites traditions comme ça ont porté en elles un message très profond. La tradition de l'arbre de mai, on la retrouve globalement pratiquement dans toute l'Europe dite occidentale. Et on peut deviner aisément que cela signifie, s'ils ont gardé ces traditions, ces peuples-là, que ce sont des héritiers de l'Atlantide. Et donc ces héritiers de l'Atlantide, on va les regarder rapidement. L'arbre de mai, qui peut aussi être un mât de cocagne, est célébré en Belgique sous le nom de Maiboom. En Allemagne, c'est le Maibaum. En Angleterre, c'est le Maypole. En Espagne, c'est le Palo de Mayo. Il est également fêté dans les pays scandinaves, mais aussi en Grèce, sous le nom de Gaitanaki, littéralement mât enrubanné. En Irlande, c'est le Mi Beltane. Il est célébré en Roumanie, en Bulgarie, sous le nom de Irminden, en République tchèque, en Pologne, mais aussi en Italie, sous le nom d'Albero di Maggio. En Suisse, c'est le Feuillu. Enfin, au Portugal, c'est le Cruz de Maio. Charlemagne qui est venu détruire l'Irminsul des Saxons, mais cette tradition avait également été par la suite réinstaurée par un autre roi de France, Saint-Louis, Louis IX, un roi qui m'est beaucoup plus sympathique. Mais avant d'aller couper l'Irminsul des Saxons, Charlemagne s'était déjà occupé des Gaules. Car oui, à l'époque, ce n'était pas encore la France, bien que la propagande judéo-chrétienne insiste là-dessus. Charlemagne s'est donc occupé d'interdire la tradition sur le sol gaulois, qui deviendra français, en interdisant le recours aux sources, aux arbres ou aux pierres pour se soigner, en interdisant les assemblées d'hommes, c'est-à-dire les réunions publiques, si vous voulez, les réunions d'hommes. Ça a également été interdit. Tout un tas de lois anti-païennes, puisque toutes ces pratiques étaient jugées païennes, ont été passées. Religion bien sûr obligatoire, et parmi ces interdictions, les peines pouvaient aller jusqu'à des peines de mort pour avoir osé faire quelque chose qui est jugé païen. Donc ensuite, Charlemagne est parti s'occuper des derniers hommes libres de Saxe, et il est arrivé donc du côté d'Eresbourg où s'élevait un arbre gigantesque, un Irminsul, hein, donc l'arbre de mai, Irminsul Atlas, c'est l'axe du monde, l'axe de rotation de la Terre, qui se trouve au pôle. L'arbre voit donc au pôle et sa symbolique polaire qui nous renvoie à Hyperborée. L'arbre peut aussi être représenté sous forme de colonne. C'est le cas de la colonne d'Atlas de l'Atlantide. Atlas, le dieu qui soutient le ciel pour ne pas qu'il nous tombe sur la tête. C'est évidemment une métaphore pour souligner l'importance des pôles,
leur influence géomagnétique. Si Atlas arrête de porter, si le pôle se décale d'un iota, ce sont des catastrophes naturelles qui vont survenir sur notre planète. Le pôle Atlas-Hermine-Soul est donc le gardien de l'équilibre géologique planétaire. C'est en fait une symbolique pour l'importance du pôle et qu'on soit bien conscient des cataclysmes et de l'équilibre cosmique que nous devons garder. C'est également un rappel au nord, à l'origine, afin que les peuples de l'Atlantide n'oublient pas leur origine hyperboréenne. Ce qu'ont fait croire les judéo-chrétiens, les propagandistes judéo-chrétiens derrière Charlemagne, ont dit que si Charlemagne avait coupé l'Hermine-Soul, c'était parce que les païens saxons pensaient que cet arbre soutenait le monde. On a fait croire qu'ils avaient cette croyance un peu stupide. Pas du tout. Non moins content de couper cet arbre sacré, Charlemagne a massacré véritablement 4500 Saxons, ça c'est le chiffre officiel, mais bref, il a massacré des milliers de Saxons qui ont refusé le baptême, qui ont refusé la conversion forcée, parce que Charlemagne, aidé de certains complices, avait réussi à serrer dans la forêt d'Eresbourg plus de 20 000 personnes, des familles entières, donc des hommes, des femmes et des enfants. Il les avait fait prisonniers et les avait amenés dans cette forêt pour les convertir de force au christianisme. Et les hommes de cette tribu ont refusé la conversion, ils ont préféré se faire couper la tête. Donc Charlemagne a fait couper la tête avec l'accord d'un évêque catholique, et l'évêque de Lindisfarne. Ils ont coupé la tête de tous les hommes en âge d'être, tous les hommes majeurs si vous voulez. Donc le chiffre officiel c'est 4500 Saxons tués et les 20 000 femmes et enfants qui restaient ont été déportés. Voilà, ça faut le savoir. Donc la tradition de l'arbre de mai, elle a survécu à ça, elle a survécu à un ethnocide, elle a survécu à des interdictions, des lois liberticides mises en place par un roi très judéo-chrétien, Charlemagne. Je lui préfère largement Saint Louis, on va voir tout de suite. Ce massacre, ce génocide de Verdun me rappelle le massacre et le génocide des Indiens d'Amérique. D'ailleurs, leur totem ressemble étrangement à un Irminsul. En plein XIIIe siècle, en plein âge d'or des Templiers, il y a à nouveau enfin une petite effervescence intellectuelle. On construit des cathédrales, on construit des monuments magnifiques. Ça a fait l'actualité d'ailleurs ces derniers temps. Eh bien Louis IX va réinstaurer la tradition des philosophes, la tradition des anciens Atlantes, avec l'arbre de mai. Symboliquement, ce que va faire Louis IX, donc il va réinstaurer cette fête de l'arbre de mai, mais il va aller plus loin que ça. En fait, Louis IX, Saint Louis, il va carrément réinstaurer l'une des traditions du Thing, le Thing germanique, mais en fait gaulois aussi, enfin de l'Atlantide en fait, qui est l'Assemblée. Vous savez, l'Assemblée au cours de laquelle les hommes ont tous le droit de s'exprimer publiquement, et au cours de laquelle on va donc juger devant cette colonne ou devant cet arbre sacré. Ce sont les rois en fait qui rendent la justice devant la colonne d'Atlas pour les rois de l'Atlantide et devant le chêne sacré pour ce qui était de l'époque celte, gauloise. Et donc Saint Louis va réinstaurer cette coutume et rendre la justice sous le chêne sacré. Ce chêne sacré se trouvait à Vincennes. Et Saint Louis y a donc rendu la justice à l'image des rois de l'Atlantide, à l'image des Vikings, des Gaulois. Et on peut trouver des vestiges de cet arbre à Vincennes encore aujourd'hui. Vous allez voir, c'est assez drôle. Donc vous avez vu, ce chêne vient de la forêt seigneuriale de Heimsbrunn. Heimsbrunn, c'est allemand, ça nous fait penser à Heimdall, Herminsul.
Le nom du chêne sacré chez les Gaulois, c'était Herse ou Derva. Derva, ça nous fait penser à diva, divin. Bref, intéressant. Et puis vous avez vu donc ce manteau bleu du roi Saint-Louis, manteau bleu avec la fleur de lys, très riche en symbolique atlante. On va voir ça tout de suite. Pour ce qui est donc de la fête de l'arbre de mai, elle fut malheureusement réinterdite par l'Église au Concile de Milan en 1579. Face aux persécutions contre la tradition, face aux inquisitions, face aux condamnations à mort, les anciens ont trouvé un moyen de transmettre celle-ci de façon hermétique, c'est-à-dire dissimulée, comme vous l'avez vu au travers des symboles, mais également dans la mythologie, qui est en réalité un recueil de métaphores et de langage codé, symbolique, dit hermétique. Prenons par exemple la légende, ou plutôt le mythe, de Maya. Dans la mythologie grecque, Maya est une déesse. Déjà, ça s'écrit M-A-I-A. Donc M-A-I-A, Maya, ça nous fait penser tout de suite au mois de mai, M-A-I, et effectivement, le mois de mai, son nom vient entre autres de Maya. Ça peut également faire penser à Maria, Marie. En tous les cas, cette déesse, et c'est ça qui est très important, cette déesse est la fille d'Atlas. Oui, Atlas lui-même a pour fille Maya. Donc l'arbre de mai, le mois de mai, est lié de cette façon-là à Atlas. Et ce n'est pas terminé, puisque Maya va avoir un enfant avec Zeus. Elle est quand même assez exigeante, je dirais, et Zeus a bon goût. Et Zeus et Maya vont enfanter Hermès. Oui, Hermès, encore un dieu grec très connu, celui de la connaissance hermétique, justement. Et Hermès, vous avez vu comme ça sonne très proche de Heimdall, avec ce H au départ. Ça sonne également comme Hermine, l'arbre Herminsul, l'arbre chez les Gaulois Herse. Donc cette racine R, c'était aussi une façon, un diminutif d'appeler l'arbre sacré, R, Hermès, Hermine, Heimdall. La boucle est bouclée entre la mythologie grecque et la mythologie nordique. Si on s'intéresse à l'étymologie d'Atlas, on arrive à une décomposition Alt-As. Donc As, vous savez, ce sont les dieux. Alt, en allemand, ça veut dire vieux, donc les anciens dieux. Mais en vieux norrois, une langue de navigateur, As, ça veut dire également poutre ou mât, colonne. Et donc Alt-As, ça peut être l'ancienne colonne, l'ancien mât, ou Alt, en français, altitude, altesse, ça peut être la haute colonne. Donc Atlas, Alt-As, c'est l'ancienne et haute colonne divine. Ces colonnes du temple de Poséidon de l'Atlantide, on en retrouve évidemment des répliques dans la Grèce classique. Toutes ces colonnes sont autant de as, autant de reflets de l'Herminsul. On retrouve les monolithes de Bretagne, ces monolithes mégalithiques, eux aussi symbolisent ces colonnes, ces as, ces mâts. Cet arbre sacré en réalité. Le mât renvoie à la force, la justice, la longévité, la fidélité, la connaissance, mais il peut également renvoyer à l'ésotérisme spirituel et il renvoie également à l'idée de royauté. Le symbole royal par excellence, c'est la fleur de lys, on est d'accord. Regardez bien cette fleur de lys. On y trouve à peine dissimulé un Herminsul. Ça, c'est l'hermétisme. Mais regardez bien cette fleur de lys, cet Herminsul. Ceux qui connaissent l'astrologie et le glyphe du bélier vont retrouver ce glyphe du bélier. Dans la tradition celte, et notamment dans la tradition irlandaise, l'intronisation des rois, et des princes aussi d'ailleurs, se faisait sous un arbre sacré, sous le chêne sacré. Dans la tradition, les rois rendaient la justice sous l'arbre sacré ou sous la colonne sacrée, la colonne d'Atlas du temple de Poséidon de l'île Atlantis. Sur cette colonne d'Atlas étaient gravées les lois de Poséidon, enfin gravées par Poséidon lui-même. Et donc c'était également très symbolique, c'était pour dire que reposent sur cet arbre, sur cet axe, sur cette colonne, les lois des hommes également. Dans l'Atlantide, c'était Poséidon qui tranchait dans le vif pour rendre justice.
Et Poséidon, son ancêtre à l'ancienne époque de l'Atlantide, ne possédait pas encore ce harpon ou ce trident qu'on voit sur les belles statues en Grèce. Non, à l'époque, Poséidon rendait la justice avec une hache. Quoi de mieux pour trancher que le tranchant d'une hache? Et puis, Atlas faisait de même. Dans la mythologie nordique, le dieu de la justice, c'est Tyr. Tyr est équipé, lui, d'une lance. Thor est le dieu nordique qui est une évolution de Tyr. C'est également un dieu royal. Et donc, lorsque Thor rendait la justice, lui, il semble que c'était avec son marteau, le fameux marteau de Thor. Votre intuition va-t-elle travailler un petit peu? Je vous taquine un petit peu. Mais sérieusement, la justice moderne est rendue par des juges qui possèdent également un marteau. Hermétisme, hermétisme, tu es partout. Il ne nous reste plus maintenant qu'un dernier plan, une dernière façon de regarder cet arbre, c'est le plan spirituel. Car l'arbre, c'est aussi une symbolique alchimique, une symbolique qui renvoie à l'élévation de soi, à la montée des énergies en soi, au yoga, à l'ouverture des chakras, au travail intérieur. Et la meilleure image que l'on peut trouver pour cet aspect spirituel de l'arbre, c'est le fameux caducée d'Hermès. Ah tiens, on le retrouve encore celui-là, Hermès, avec son fameux caducée. Eh bien, regardez ce caducée d'Hermès, il ressemble encore une fois comme deux gouttes d'eau à l'Herminsoul. Et on le retrouve souvent avec deux serpents qui remontent autour de lui. Eh bien, ces serpents, en fait, c'est tout simplement les énergies de Kundalini, l'énergie masculine et l'énergie féminine qui doivent être équilibrées dans l'être pour qu'elles puissent remonter le long de la colonne vertébrale et ainsi activer tous les chakras jusqu'à la fameuse glande pinéale qui permettrait, c'est du conditionnel, d'accéder à d'autres niveaux de conscience, d'autres perceptions. Et cette glande pinéale ressemble comme deux gouttes d'eau à une pomme de pin, la pomme du jardin d'Éden. En réalité, elle vient de là. Là, pareil, encore peut-être une petite grosse révélation, je ne sais pas où vous en êtes dans votre recherche, mais les pommes du jardin d'Avalon, les pommes d'Idun, les pommes que la déesse nordique Idun garde à Asgard, ou Avalon, donc, et donne aux guerriers méritants, c'est en fait l'accomplissement alchimique du travail spirituel, la remontée le long de la colonne vertébrale, donc de l'arbre, ou donc en fait du caducée d'Hermès, les énergies jusqu'à la fameuse glande pinéale, la pomme en fait. Et cette pomme, donc dans la mythologie kelto-nordique, est quelque chose de très positif. Au contraire, c'est le but des Celtes, hein, c'est le but des philosophes que d'atteindre cet état. Et puis malheureusement, dans le judéo-christianisme, ça a été diabolisé, hein, c'est devenu un péché, c'est devenu mal d'apprendre à se connaître. Hein. Parce que chez les Grecs, si on traduit correctement, merci à Simone Le Baron, c'est pas connais-toi toi-même, c'est apprends à te connaître toi-même. C'est une petite nuance mais très importante. Comme quoi dans la vie on est toujours en apprentissage et c'est cet apprentissage, cette connaissance de soi, c'est en fait l'épanouissement de l'arbre, c'est faire grandir l'arbre en soi. Hermès, encore lui, le père de l'hermétisme, il nous dit « Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Et là, c'est d'une beauté magnifique. Effectivement, en haut, on a l'arbre Herminsoul qui soutient le ciel. Et en bas, dans l'humain, on a l'arbre qui est à faire grandir en nous pour atteindre les niveaux de connaissance, je dirais, supérieurs, pour mieux se connaître, pour être heureux et pour faire une société d'hommes épanouis. Allez, on récapitule la petite leçon du jour. On a donc 3 plans sur lesquels regarder notre Herminsoul. 3, c'est pas un hasard, hein, parce que vous savez, on appelle Hermès le trismégiste. Hein. Hermès le 3 fois grand. Hein. J'invente rien. Donc le premier plan que nous avons vu, c'est le plan d'en haut, le plan céleste, où l'arbre, la colonne d'Atlas, c'est le pôle, c'est ce qui soutient le ciel métaphoriquement, hein, le pôle magnétique.
Ensuite, sur le plan social, de la cohésion sociale humaine, l'arbre, ça va être, si vous voulez, le sceptre des rois qui rendent la justice devant l'arbre, et ça va être les lois gravées sur cet arbre, justement, hein. Je rappelle que sur la colonne d'Atlas de l'Atlantide, les lois étaient gravées. Et enfin, le plan, on va dire d'en bas, c'est le plan humain du développement spirituel, du développement alchimique, voilà, de l'éveil des chakras, etc. Et s'il y a une morale ou une philosophie à sortir de tout ça, bah, vous remarquerez que c'est la voie du milieu. L'arbre, en fait, symbolise l'équilibre. La justice tranche pour l'équilibre, la justice entre les parties. L'éveil de Kundalini, c'est l'équilibre entre le féminin et le masculin. Et le pôle, lui aussi, l'arbre nous garde l'équilibre géologique. Donc, s'il y avait un ancien dieu, un ancien As, un ancien Hermine, en réalité, c'est tout simplement l'équilibre, l'idée d'harmonie. Voilà. Magnifique Atlas, magnifique Hermine Soul, magnifique hermétisme. Si vous voulez en savoir plus, allez plus loin. Faire marier tout ça avec les runes, c'est encore fabuleux, fantastique. Je vous conseille sincèrement déjà d'essayer de trouver par vous-même. Sincèrement, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est aussi une façon, l'hermétisme, de nous apprendre à nous connaître et d'apprendre par nous-mêmes. Vous voyez, d'arrêter de se laisser dicter les opinions par des autres et d'avoir sa propre façon de penser et de voir les choses. Donc je vous conseille vous aussi de vous amuser à essayer de trouver des choses. Ensuite, dans la communauté pagane, hein, vous savez qu'on a une petite association pagane, eh bien on peut discuter de ça. Je donne accès aussi, enfin je vais donner accès à des vidéos spécifiques sur les runes, sur l'hermétisme, réservées aux adhérents. Ça permet déjà à notre petite association de vivre. Ça me permet de m'assister dans la production de ces vidéos, dans la production de reportages aussi qui vont venir. Donc c'est très important, ça permet de financer l'association. Et en même temps, ça permet également de filtrer, parce que c'est des connaissances qui sont magnifiques, mais qu'il ne faut pas non plus livrer comme ça en pâture. Pour les raisons que je vous ai dit, il faut que vous travaillez sur vous un minimum pour que ça fasse vraiment sens. Concernant ce fabuleux symbole d'Atlas Hermine, l'ancienne colonne, l'ancien dieu, eh bien, sachez que j'ai fait un t-shirt, hein, voilà, le t-shirt Atlas Hermine Soul, que vous pouvez retrouver donc sur le site l'espritviking.com. Vous pouvez trouver des articles aussi sur le site pagans.eu. Ouais, il y en a deux, hein. Il y a celui de l'association et celui de l'Esprit Viking. Vous pouvez me soutenir sur le Tipeee de l'Esprit Viking pour m'aider à financer ces vidéos. Voilà, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. C'est la renaissance de cette fabuleuse et magnifique tradition hyperboréenne, issue de l'Atlantide boréenne, puisqu'en réalité, les deux choses, vous l'avez compris, sont liées. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Oleg de Normandie, avec beaucoup de plaisir à partager, avec la voix du cœur, la connaissance des anciens. Au revoir et à une prochaine fois.